Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du livre qui se nomme Le communisme de luxe d'Aaron Bastani, qui est un livre assez intéressant que j'ai lu récemment et dont je voulais vous faire un résumé. Donc je vais faire le résumé vraiment point par point dans cette vidéo et à la fin je ferai une mini ouverture critique, on va dire, même si c'est le genre de livre où soit on réfute totalement la théorie générale, soit on ne la réfute pas. Moi j'ai essayé de critiquer quelques points, mais ce n'est pas forcément la bonne méthode. Alors sa thèse est que d'ici plusieurs décennies, si l'on allie l'automatisation à une grande politique socialiste, le fait de se nourrir, se loger, la santé sera vraiment accessible à tous et quasiment gratuit, et que cela nous paraîtra aussi absurde de payer pour ça qu'aujourd'hui payer pour ouvrir une adresse mail. Et puis mettre toutes les avancées scientifiques au profit également de l'écologie. Donc il a exactement les mêmes prémices que les collapsologues, que tous ceux qui croient en la théorie de l'effondrement, mais il n'a pas la même finalité si l'on suit ces principes socialistes, puisque si l'on ne suit pas le socialisme et que l'on automatise à tour de bras et que l'on continue à avancer énormément dans la technologie, la conquête de l'espace, etc., au profit de quelques nantis, là le résultat sera tout autre. Et une autre information très importante, c'est que le livre est sorti vraiment récemment, en 2021 si je ne m'abuse, donc cela fait de ce livre une thèse réellement actuelle, puisque le monde est tellement mouvant que même un livre sorti il y a 10 ans peut paraître vraiment désuet. Alors déjà, la première partie de son livre remet un petit peu le contexte actuel et il cite notamment Fukuyama qui a écrit un texte sur la fin de l'histoire dans les années 90 qui disait que depuis la fin de la guerre froide, cela marque une forme de fin de l'histoire étant donné que nous n'avons plus de grosses puissances qui remet en question la démocratie libérale, puisque depuis la fin de la guerre froide, la démocratie libérale a gagné, et donc cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de conflit, mais du moins dans l'esprit des gens, il n'y a plus vraiment d'autre option que la démocratie libérale, comme si il n'y avait que la démocratie libérale et des variantes, mais nous n'arrivons plus à nous imaginer quelque chose de totalement différent. Nous pouvons qualifier notre situation de réalisme capitaliste, c'est-à-dire que tout peut changer sauf les règles du jeu, puisque les règles du jeu nous paraissent comme étant une forme de réalité immuable. Elles ne sont plus des règles du jeu, elles sont la réalité. Et donc les gens ne s'imaginent absolument pas changer ces règles. Et c'est pour ça qu'il est plus simple pour les personnes dans ces démocraties libérales de s'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et à ce sujet, il y a Alain Badiou qui a écrit « Afin de justifier leur conservatisme, les partisans ne peuvent pas entièrement le qualifier d'idéal ou de merveilleux. Au lieu de cela, ils ont décidé de qualifier le reste d'horrible. » Donc je pourrais illustrer ceci par « Ok, notre monde capitaliste a des failles, on exploite des enfants en Chine, on détruit la biodiversité, etc. Mais regardez le communisme, il y a des millions de personnes qui sont mortes. Donc on ne se remet pas en question. » Alors dans la deuxième partie de son livre, l'auteur va s'intéresser à ce qu'il appelle les trois grandes disruptions. Il va se baser sur ces trois grandes disruptions tout le long de son livre, donc c'est très important de les avoir en tête, sachant que des disruptions, c'est on va dire les gros virages qu'a pris l'humanité dans son histoire. Donc déjà la première, c'est la révolution néolithique, il y a environ 12 000 ans, lorsque les humains sont passés de chasseurs-cueilleurs à plutôt des communautés sédentaires. Ensuite, il y a environ 250 ans, la révolution industrielle, ce qu'on appelle plutôt l'âge des machines, avec énormément d'avancées dans la production. Et la dernière disruption, c'est la libération de l'information qui est contemporaine, et c'est le fait que désormais l'information est vraiment accessible à tous et se propage extrêmement rapidement. Donc nous allons d'abord nous intéresser à cette dernière disruption. Malgré tous les avantages que cela apporte, il y a aussi son lot de désavantages. Notamment selon l'IDC en 2018, le volume de données était d'environ 33 zettabytes, alors qu'en 2025 il sera d'environ 175 zettabytes. Et pour tout ça, il faut pouvoir les stocker, et jusqu'à maintenant nous stockions surtout dans des formes de cloud, des sortes de serveurs mais qui sont très énergivores, notamment aux États-Unis. Ils consommaient environ 2% de l'énergie.
Et c'est là que l'auteur va apporter une solution qui est plutôt au centre des recherches actuellement sur le stockage, c'est le stockage dans l'ADN, puisque cela peut à la fois faire face aux problèmes environnementaux, mais aussi à tous les enjeux de demain, puisque l'auteur n'est pas du tout un auteur décroissant, il pense qu'il faut continuer à croître, mais sans détruire notre propre habitat, et donc il essaie de trouver des compromis, et là notamment c'est le compromis de l'ADN, puisque l'ADN a une capacité de stockage énorme et est beaucoup moins polluante. Donc le principe du stockage dans l'ADN, c'est que actuellement nous utilisions le principe de binarité, c'est-à-dire utiliser des 0 et des 1 pour stocker, et là l'ADN a 4 composants, c'est-à-dire le A, le C, le G et le T, et transmettre les 0 et les 1 dans le A, le C, le G et le T, qui correspondent à l'adénonine, cytosine, la guanine et la thymine, si je me rappelle bien de mes cours d'SVT du collège. Mais voilà, le but est de transmettre ces 0 et ces 1 dans les composants de l'ADN. Et ce qui est incroyable avec l'ADN, c'est que dans 1 gramme d'ADN, nous pouvons stocker 215 pétabits de données. Donc dans une seule pièce, en fait, nous pouvons stocker beaucoup plus que ce dont a besoin toute l'humanité entière en stockage de données. Et en plus, elle est extrêmement résistante avec le temps, elle peut garder des données sur des millions d'années, malgré potentiellement des changements environnementaux ou autres, des changements de climat. Elle est vraiment résistante. Bon, le désavantage pour l'instant, c'est qu'elle coûte très cher comme méthode de stockage, et il s'agit d'une méthode de stockage qui est pour l'instant très longue à produire, mais c'est normal, il s'agit du début, et justement ça va faire un lien avec la suite de ces dires. Ensuite, il a introduit une notion très importante qui est la loi de Moore, qui est la meilleure amie du capitalisme, mais qui est aussi très importante même dans ses prédictions pour la société idéale qu'il prédit. C'est le fait qu'il y a une loi exponentielle sur les productions technologiques qui fait que ces productions vont à la fois s'améliorer de manière exponentielle au fil des années, mais que le prix va également baisser très rapidement. Ce qui fait qu'on en arrive à une forme d'hyperabondance de certaines technologies qui avant étaient extrêmement chères et peu accessibles, et qui maintenant sont accessibles à tous. Il prend d'ailleurs l'exemple d'une machine qui s'appelle la ASCII Red, qui a été créée par les Américains en 1996, qui a été la première machine à passer le trillion d'opérations à virgule flottante dans l'histoire, et qui faisait, je crois, environ un terrain de tennis. Et elle coûtait 55 millions de dollars à l'époque, et 10 ans après, en 2006, la vente de la PlayStation qui coûte 600 dollars et qui a exactement la même puissance de calcul. Juste 10 ans après, c'est quelque chose d'incroyable, c'est vraiment, ça représente dans toute sa splendeur la loi de Moore qui est exponentielle. Alors maintenant, nous allons passer à la partie qui résume plutôt sa thèse, c'est le communisme de luxe entièrement automatisé. Il s'agit d'une partie où déjà il nous remet dans le contexte actuel, puisqu'il nous dit que nous avons tout de suite une vision assez péjorative du communisme de par les exemples passés, mais que nous ne sommes pas du tout dans le même contexte actuellement d'un point de vue des conflits géopolitiques, mais également des ressources à disposition, ce qui fait que si nous mettions en place un régime communiste actuellement, le résultat serait nécessairement différent. Mais aussi que, entre guillemets, grâce au capitalisme, il y a toute une automatisation de la société qui a été mise en place afin de pouvoir davantage exploiter les travailleurs sur d'autres tâches et les libérer pour pouvoir faire encore plus de profit. Et si nous tournons cette automatisation à notre avantage, cela peut être vraiment très avantageux pour la société et pour plutôt les individus qui composent cette société d'un point de vue de la libération du temps du travail notamment. Et d'ailleurs, il considérait que Marx était vraiment un visionnaire sur ce point, notamment dans son ouvrage Grundrisse, dans la partie, je ne sais pas du tout si je prononce bien, dans la partie fragments sur les machines. Je vais vous lire une longue citation. « Le capital n'emploie au contraire la machine que dans la mesure où elle permet à l'ouvrier de travailler durant une plus grande partie de son temps pour le capital, de rapporter à une plus grande partie de son temps comme à du temps ne lui appartenant pas, de travailler plus longtemps pour un autre. Ce processus, en fait, réduit à un minimum le quantum de travail nécessaire à la production d'un objet déterminé, mais seulement pour qu'un maximum de travail soit valorisé dans le maximum de ces objets. Le premier aspect est important parce qu'ici, le capital, tout à fait involontairement, réduit le travail humain à un minimum. Cela jouera en faveur du travail émancipé et est la condition de son émancipation. »
Donc je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur la civilisation du temps libéré d'André Gorz qui aborde aussi cette libération du temps de travail. Et cite notamment Keynes qui était un économiste du XXe siècle qui disait notamment que le capitalisme apportera forcément un gain de productivité avec le temps et que cela libérera du temps aux travailleurs puisque le capitalisme tend à être de plus en plus productif en demandant de moins en moins d'heures travaillées pour les travailleurs. Et l'histoire lui a plutôt donné raison, étant donné que après les années 30, durant environ 5 décennies, le salaire des travailleurs a augmenté et leur temps de travail est légèrement diminué. Mais dans les années 70 environ, tout ceci s'est décorrélé, c'est-à-dire que dans les années 70, le salaire des travailleurs a été décorrélé des gains de productivité. Et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de gain dans le salaire des travailleurs et il n'y a plus eu de baisse du temps de travail, en tout cas de manière, si on regarde les choses de manière grossière. Après, il y a peut-être des petites fluctuations, mais on va dire que ça s'est stabilisé, voire cela a baissé dans certains pays la rémunération globale des travailleurs. Ensuite, il va parler un petit peu des biens de l'information qui veulent être libres, et notamment du fait que les prix tendent vers zéro de manière tendancielle, puisque une fois que l'on a utilisé tous les coûts, enfin pris en compte tous les coûts de création de l'entreprise, des machines, etc., et bien chaque production supplémentaire ne va pas coûter grand chose, juste le prix du matériau, de la main d'œuvre ou autre. Et ça dépend s'il y a une main d'œuvre, mais s'il n'y a pas de main d'œuvre, s'il s'agit uniquement de machines, eh bien ce sera que le coût des matériaux. Et à ce moment-là, plus une entreprise produit, plus son coût de production marginal baisse à un moment donné. Même si après il rentre pas vraiment en détail dans son livre, mais peut-être que je vais préciser un autre moment dans la vidéo, mais il y a des notions d'échelle, ce qui fait que le coût ne va pas faire que baisser, ou d'un moment il y aura de nouveau des investissements, ou alors selon les types de domaines, eh bien il faut aller puiser dans d'autres ressources qui coûtent plus cher, etc. Mais je vais peut-être détailler par la suite, je ne sais plus où, mais je crois que je parle de ça un moment. Donc il y a une citation là-dessus qui est de Summers et DeLong. La condition fondamentale de l'efficacité économique est que le prix soit égal aux coûts sociaux marginaux. Alors je vais essayer d'expliquer ce que c'est que le coût marginal, mais si je dis des bêtises, reprenez-moi parce que je ne suis pas du tout spécialiste en économie, je trouve que c'est un domaine très complexe, bien que passionnant. Donc le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. C'est-à-dire que, imaginons une société qui crée des dentifrices avec une machine qui est spécialisée dans la création de dentifrices. Ils ont acheté la machine, et bien s'ils viennent d'acheter la machine et qu'ils ont produit un dentifrice, le coût marginal sera le coût de la machine, puisqu'il y a un dentifrice. Alors que si ça fait 1 an qu'ils ont acheté cette machine et qu'ils ont produit des millions de dentifrices, le coût marginal sera le coût de la machine divisé par le nombre de dentifrices produits. Donc il s'agit du coup de toutes les machines qui servent à créer les unités, divisé par le nombre d'unités. Ah oui, et j'oubliais, pour pas qu'on me le reproche, mais bien évidemment, je ne prends pas uniquement en compte les machines, puisqu'il y a aussi le coût de la matière première. Donc pour l'exemple des dentifrices, il faut aussi penser au coût du plastique autour, de la matière qu'il y a dedans, et donc en général, le coût marginal prend en compte justement cette matière première, puisque le coût de la machine est vite amorti sur les années. Et pour tout ce qui est création vraiment purement industrielle qui nécessite une machine comme l'exemple que je prenais, même si je ne sais pas comment se créent exactement les dentifrices, mais imaginons que nous n'ayons juste besoin que d'une seule machine, à ce moment-là le coût va légèrement baisser puis plutôt se stabiliser. Alors qu'il y a plutôt d'autres domaines qui ont des économies d'échelle, comme j'en parlais précédemment, ou alors des économies assez particulières, et je vais notamment prendre l'exemple de l'énergie. Et donc parfois le coût marginal peut être en augmentation. Par exemple pour l'hydroélectrique, eh bien les barrages sont très réglementés. On ne peut pas construire beaucoup de barrages, c'est une infrastructure qui est limitée. Et donc une fois qu'il y a des demandes supplémentaires à une entreprise qui va vendre de l'électricité qui est originaire de ces barrages, eh bien elle va devoir activer d'autres moyens de production, par exemple du gaz, du charbon, qui sont beaucoup plus coûteux. Et ce qui fait que son coût marginal va augmenter s'il y a une demande qui est supérieure à juste ce qu'elle peut produire avec ses barrages. Et donc si l'on revient à notre sujet de base concernant les biens de l'information, les livres, les vidéos, les musiques, avec toutes ces plateformes qui sont désormais accessibles à tous, eh bien le prix de tous ces biens
a tendance à tendre vers zéro. Alors désormais nous allons passer au chapitre sur l'automatisation, une hyperabondance de main-d'œuvre. Déjà il faut savoir que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de domaines qui vont être automatisés. Et ça a déjà été le cas par le passé. Bon, je sais pas si on devrait vraiment appeler ça automatisation pour certains domaines ou plus des avancées techniques, mais par exemple le domaine agricole, au 19e siècle, il y avait environ 60% des Français qui travaillaient dans le domaine agricole pour nourrir toute la population, contre 2% de nos jours. Et pourtant ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout le monde est au chômage, voilà, on a d'autres métiers également qui sont apparus qu'on n'aurait même pas imaginé à l'époque, mais il faut penser toujours à cette réorganisation de la société. Et là avec l'automatisation des main-d'œuvre, eh bien le prix qu'un travailleur va pouvoir demander pour sa main-d'œuvre va être fortement en chute, puisque pour plein de travaux, eh bien, ils pourront être effectués par des robots qui ne font pas la grève, qui n'ont pas besoin de manger, qui n'ont pas besoin de salaire, qui ont juste besoin d'être entretenus et réparés. Et donc à ce moment-là, il faudra penser à une réorganisation de la société, puisque d'autant plus que les robots ne sont pas des consommateurs. Par le passé, il y a eu des techniques de payer plus ses employés pour qu'ils se mettent à consommer ce que l'on produit, mais un robot ne va jamais consommer. Donc à ce moment-là, il faut penser à une certaine réorganisation, puisque si on libère du temps de travail aux gens et que potentiellement on les paie moins, eh bien ça veut dire qu'ils vont potentiellement moins consommer, ou alors si tout est fortement en baisse au niveau des coûts, ils pourront toujours continuer à consommer, mais c'est un équilibre subtil à trouver, et si les gens se font entre guillemets remplacer par des robots, pour la plupart des gens c'est quelque chose de assez négatif à envisager, mais tout dépend comment on organise la société. Voilà, on pourrait très bien moins travailler et être en partie remplacé par des robots pour plein de tâches qui sont très répétitives, et ne pas être au chômage pour autant, et ne pas être à la rue pour autant. Tout dépend des choix politiques que l'on fait. Puis d'autant plus que les robots aussi s'améliorent de manière exponentielle, et avant les robots avaient du mal à réaliser des tâches motrices complexes, et en 2017 il y a le robot Atlas qui a été mis sur la toile, notamment parce qu'il savait faire des saltos, maintenant il sait même faire des parcours, enfin je vous mettrai quelques vidéos. Et il y a une étude qui a été menée par la Banque d'Angleterre en 2015 qui estimait que dans les prochaines décennies, l'Angleterre allait perdre environ 15 millions d'emplois, c'est-à-dire 40% de son marché du travail, entre guillemets à cause de l'automatisation. Mais il faut savoir que cette information n'est pas forcément dramatique, déjà parce qu'il y a plein de nouveaux emplois qui vont être créés, puisque, comme je le disais avec l'exemple de l'agriculture, en soi, il y a plein de personnes qui ne sont plus agriculteurs aujourd'hui par rapport à avant, mais c'est pas pour autant que nous sommes tous au chômage, mais c'est juste que nous avons du mal à nous projeter. Et aussi, si nous faisons des choix politiques différents, même si l'on supprimait une partie du travail, eh bien le travail pourrait être réparti différemment. Alors désormais nous allons attaquer le chapitre sur l'hyperabondance énergétique, et je pense que ce sera le chapitre qui fera peut-être le plus réagir, ou du moins qui y aura le moins de consensus. Donc déjà il faut savoir que dans les années 90 il y a eu la grande conférence des Nations Unies sur l'environnement, et pourtant malgré toutes les décisions prises, malgré tout le blabla qu'il y a eu derrière, et bien entre les années 90 et 2013, la production de CO2 a augmenté de 61%. Donc déjà il y a un petit problème. Et puis il faut savoir que par la suite, si dans un certain nombre de décennies tout le monde consomme comme un Britannique moyen, eh bien ce sera environ 2 fois la consommation actuelle d'énergie. Et en 2017, l'Agence internationale de l'énergie annonçait la décennie zéro. C'est le fait que si l'on se lançait à ce moment-là dans la transition énergétique, et bien à ce moment-là, il y a un espoir de ne pas dépasser les 2 degrés pour 2050.
ou du moins d'essayer de un petit peu limiter les dégâts. Donc les pays nordiques se sont lancés dans cette aventure, mais forcément les pays plus pauvres, ce n'est pas vraiment leur priorité. En tout cas, l'auteur, lui, est plutôt tourné vers l'énergie solaire et les panneaux photovoltaïques, vu qu'il s'agit, contrairement aux idées reçues, de panneaux qui sont recyclables à environ 95%, sachant qu'ils sont principalement créés à partir de verre et d'aluminium, mais qu'il y a aussi un peu de silicium et que c'est ce composant qui est difficilement recyclable, puisque c'est un composant qui est plutôt... on va dire prélevé de la croûte terrestre, il y en a énormément, c'est prélevé du silice qui est purifié à 99,99999%, et à ce moment-là on atteint du silicium, et j'avais vu des recherches scientifiques qui étaient plus récentes qui disaient qu'il était potentiellement possible de le recycler, mais que c'était complexe et coûteux, donc pourquoi pas dans les années à venir arriver à recycler à 100% les panneaux photovoltaïques. En tout cas pour le moment les panneaux photovoltaïques ont environ une durée de vie de 20 à 30 ans. En tout cas, l'auteur du livre a vraiment espoir en cette source d'énergie renouvelable, et d'ailleurs en 2017 il s'agissait des 2/3 des sources d'énergie renouvelable qui étaient ajoutées en plus, c'était de l'énergie solaire, et notamment d'un point de vue des pays équatoriaux qui sont davantage ensoleillés, cette source d'énergie pourrait être vraiment avantageuse. Bon, pour les pays nordiques c'est un peu plus discutable, mais il faut savoir adapter selon son environnement quelle source d'énergie renouvelable utiliser. Alors le prochain chapitre concerne les denrées limitées qui sont trouvables dans l'espace, puisque nous n'en avons pas assez sur Terre, notamment le lithium, le cobalt, qui servent notamment à stocker tout ce qui est énergie renouvelable, ou même certaines énergies qu'on pourrait avoir de manière non renouvelable. Mais il est nécessaire d'en avoir plus si nous voulons continuer à croître, et c'est à ce moment-là que l'auteur dit que nous pouvons aller les chercher dans l'espace. Et la situation actuelle nous emmène à cet état de fait, c'est que nous avons Rocket Lab qui pourrait faire un lancement par semaine pour environ 4,9 millions d'euros dans l'espace, et nous avons l'engin Electron qui pourrait porter une charge dans l'espace avec autant de kérosène qu'il n'en faudrait pour faire San Francisco, Los Angeles. Et pour tout ce qui est engin de propulsion, par exemple en 2010, nous pouvions acquérir un engin de propulsion pour 24 millions de dollars pour 24 mois de travail, alors qu'actuellement nous pouvons avoir un engin de propulsion pour 2000 dollars produit en 2 semaines. Et en tout cas, les richesses célestes sont plutôt à aller chercher vers les géocroiseurs, c'est-à-dire les astéroïdes qui croisent notre Terre, enfin croiser c'est un grand mot, mais il y a notamment l'astéroïde Psyché qui mesure environ 200 km de diamètre et qui possède plein de ressources, de fer, de nickel, d'or, de platine, etc. Et si l'on s'intéressait uniquement au fer présent sur Psyché, d'après les estimations, cela équivaudrait à environ 10 000 quadrillions de dollars, sachant qu'en comparaison, le PIB annuel américain est d'environ 80 000 trillions de dollars à échelle courte, puisque à chaque fois c'est mal traduit dans les livres. Chaque fois je suis là, mais est-ce que c'est échelle courte ou est-ce échelle longue? Mais là c'est échelle courte. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte des richesses vraiment monstrueuses qui sont présentes sur les géocroiseurs, et il y aurait environ 16 000 géocroiseurs qui seraient accessibles autour de la Terre. Et puis il n'y a même pas besoin que ces astéroïdes soient énormes, puisque prenons par exemple un astéroïde qui fait environ 500 mètres de diamètre et qui est très bien doté en platine, et bien cela correspondrait à environ 175 fois la production annuelle de platine. Le problème c'est que si l'on ne légifère pas sur toutes les richesses présentes dans l'espace, puisque pour l'instant c'est très peu légiféré, eh bien il y aura uniquement les riches qui vont se les approprier, et ce qui va creuser d'autant plus l'écart riche-pauvre, puisque on ne se rend pas compte de toutes les richesses présentes dans l'espace et du gouffre que cela pourrait créer si uniquement quelques personnes se les approprient. Sachant qu'en plus on a tendance à approprier plutôt au privé toutes les avancées spatiales, alors que par exemple SpaceX est en partie tributaire des financements de la NASA pour fonctionner. Et pour ramener par exemple un géocroiseur plus proche de la Terre pour pouvoir mieux extraire les minerais, cela coûterait environ 2,6 milliards de dollars, donc les barrières sont davantage psychologiques que financières. Alors désormais nous allons nous intéresser au chapitre sur l'hyperabondance de soins. Donc lui s'intéresse notamment au séquençage du génome humain,
Et ça aussi c'est une technologie qui a vraiment avancé de manière exponentielle. En 2015 cela coûtait 1000 € à faire, alors que 2 ans après le prix est tombé à 100 €. Et la première fois que l'on a séquencé un génome humain, cela a pris 13 années, alors qu'actuellement le séquençage du génome humain est possible en 1 heure. En tout cas, un séquençage de génome humain de manière assez précoce dans la vie a certains avantages, comme par exemple pouvoir dresser une forme de profil des personnes qui vont plus développer des allergies, potentiellement des cancers, ou qui ont plus des prédispositions à certaines maladies, ce qui pourrait permettre d'anticiper le soin. Et ce qui est aussi possible, c'est que certaines technologies, certaines avancées fassent des sauts dans des pays qui sont en développement. Ce qui est notamment le cas pour les pays en développement, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment eu de téléphone fixe, et d'un coup ils ont fait un saut, ils ont eu des téléphones portables. Et bien c'est aussi possible pour la médecine, c'est possible qu'il n'ait pas eu certaines notions de médecine que nous avons actuellement, mais que d'un coup, si nous démocratisons certaines avancées de la médecine qui sont extrêmement pratiques et qui deviennent peu coûteuses, et bien ces pays en développement pourront se les approprier. Et il existe des séquenceurs portatifs, parce que par exemple lorsque l'on a une tumeur, eh bien elle diffuse son ADN dans le sang, et donc cela pourrait se détecter en ayant par exemple un séquenceur portatif au creux de la main. Pour l'instant il en existe un qui s'appelle le Mignon, et qui pèse environ 90 grammes, donc c'est pas non plus négligeable. Enfin j'essaie de porter des choses de 90 grammes et je trouve que quand même ça rajoute un poids, mais je pense qu'ils vont avoir tendance à diminuer et à peser de moins en moins lourd avec le temps et les années d'expérience. Et il s'agit d'un séquenceur qui lui identifie et séquence le virus Ebola. Mais pour l'instant il n'est pas encore assez avancé pour arriver à comprendre la complexité d'un organisme comme celui de l'homme, et donc ce n'est pas encore d'actualité immédiate, mais cela va sûrement le devenir dans les années à venir. Ensuite, il y a aussi les thérapies génétiques inspirées de ce que font les bactéries, puisque elles prennent des séquences d'ADN du virus et elles se l'insèrent à l'aide d'une enzyme appelée le K. Et ce nouveau séquençage s'appelle le CRISPR. Et elles s'en servent pour créer de l'ARN qui par la suite pourra repousser le virus. Et donc cette notion de CRISPR eh bien, a été vraiment utilisée dans le domaine scientifique et porte d'excellents résultats. Ensuite, le prochain chapitre aborde le thème de l'alimentation et d'un avenir sans production d'origine animale, sans problème éthique, puisqu'il aborde notamment la culture cellulaire, mais aussi d'autres formes scientifiques pour créer du lait, des œufs, mais je vais aborder ça un petit peu plus par la suite. Donc déjà, la culture cellulaire, il suffit d'arriver à prélever des cellules de muscles squelettiques, et le principe c'est que lorsque l'on abîme un muscle par exemple en faisant du sport, eh bien il va se régénérer, mais de manière plus épaisse, plus forte, puisque c'est le principe de développer sa musculature. Et donc là c'est un peu le cas, on le met en culture et dans un bioréacteur, et au bout de 9 à 21 jours, nous pouvons récolter ce muscle qui s'est vraiment épaissi, qui a grossi et qui est devenu clairement entre guillemets de la viande. Mais il y avait encore un problème gustatif qui résidait, c'est le fait que cela donnait une forme de viande un peu sèche, qui manquait cet aspect juteux et ferreux. Et cet aspect ferreux et juteux venait de l'hème, L''H''E''M'. Et l'hème, c'est une molécule qu'on trouve notamment dans le sang qui lui donne son aspect rouge, qui se trouve dans les tissus musculaires des animaux, mais aussi dans les plantes, les légumineuses qui en produisent, mais sauf que toutes celles qui ont besoin de fixer l'azote. Mais le problème c'est qu'il faudrait énormément de légumineuses pour pouvoir récolter un peu d'hème, ce qui n'est pas très rentable. Et donc ils ont trouvé une technique. Et donc une entreprise qui s'appelle Impossible Food a identifié le gène qui encode la protéine que l'on cherche pour produire l'hème et l'ont inséré dans des levures, donc une levure spéciale qui s'appelle la Pichia pastoris, qui reviendra à plusieurs reprises parce que c'est vraiment une levure incroyable qui permet, grâce à ce gène qui a été inséré, de pouvoir créer de l'hème. Et donc ils ont fait exactement la même chose pour le lait en insérant le gène dans la levure, toujours cette même notion de levure, en faisant fermenter avec du sucre, en rajoutant de la graisse végétale. Et pour le coup c'est vraiment du lait, c'est pas comme le lait d'amande ou je ne sais quoi qui a pas trop de rapport, même si j'adore le lait d'amande, hein, mais c'est juste que nutritivement parlant ça n'a pas vraiment de rapport à part si on rajoute peut-être certaines choses par la suite.
mais là c'est vraiment quasiment la même chose que du lait de vache. Ils ont fait la même chose pour le blanc d'œuf, avec toujours cette notion de levure dans lesquelles on insère ce gène en question. Et cela enlève toutes les problématiques éthiques, environnementales aussi, puisque c'est beaucoup plus avantageux d'un point de vue écologique, puisqu'on peut faire ça même dans des immeubles si on veut, il n'y a même pas besoin de soleil, il y a besoin de très peu d'espace. Alors le prochain chapitre est sur le soutien populaire, le populisme de luxe, puisque l'auteur est vraiment dans une politique pastèque, quand même bien qualifier les détracteurs de toutes les personnes un petit peu écolo et communistes. Et donc là il dit qu'une politique verte sans la politique rouge n'aurait aucun soutien populaire, et qu'une politique rouge sans politique verte nous amènerait vers un désastre écologique sans précédent. C'est pour cela qu'il faut à tout prix allier les deux. Et comme je disais précédemment, nous ne sommes pas du tout dans le même contexte que en 1917 par exemple. Nous sommes dans un contexte totalement différent, et il propose un communisme de luxe entièrement automatisé, ce qui n'a jamais été vraiment proposé, puisque tout simplement nous n'en avions pas les capacités avant. Et que c'est pour ça qu'il pense que maintenant il faut qu'il y ait des partis, enfin du moins des mouvements, pas forcément des partis, qui se dressent contre le travail, que le travail ne soit plus nécessairement le centre d'une vie. Parce que jusqu'à maintenant, tout était autour du travail, et puis même les personnes qui travaillaient par exemple pour Vichy avaient carrément la ville Vichy, tout était autour de Vichy, alors qu'actuellement le travail pourrait très bien être une forme d'activité annexe, mais tout ne tournerait pas autour du travail. Si l'on automatise la plupart du travail à faire dans une société, eh bien nous pourrions nous développer sur d'autres aspects, accorder plus de temps à notre famille, à nos amis, développer d'autres liens sociaux que nécessairement des liens à travers le travail. Ensuite, il écrit un chapitre sur la rupture avec le néolibéralisme et toutes ses aberrations. Notamment, il prend l'exemple de la ligne de la côte est de l'Angleterre, du fait qu'elle a été nationalisée en 2009, puisque apparemment elle n'engrangeait pas assez de profits. Et à ce moment-là, elle est vraiment devenue un pôle d'excellence et fonctionnait extrêmement bien. De nouveau, elle a été privatisée en 2013, puisque des politiques nationales ont fait qu'elle a été privatisée alors qu'elle fonctionnait bien. Et de nouveau, elle n'a plus engrangé assez de profits, ce qui fait qu'elle a été renationalisée en 2017. Donc en fait, à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, c'est de nouveau nationalisé, et dès que ça commence à fonctionner, ça y est, c'est privatisé. Et le pire, c'est que lorsqu'elle était privatisée, elle était quand même subventionnée, donc le contribuable payait quand même. Et donc le fait de privatiser n'a aucun avantage, en tout cas pour cet exemple-là. Cela n'améliore pas le fonctionnement du service, cela ne fait que privatiser les profits. Donc en tant que population, nous n'avons aucun intérêt à soutenir ces politiques-là. Et puis le développement des petites entreprises est également compliqué, puisque dès que les petites entreprises veulent emprunter, eh bien les grandes banques nationales préfèrent prêter beaucoup à une entreprise plutôt qu'un petit peu à plein de petites entreprises, ce qui fait qu'il faudrait plus créer de sortes de banques coopératives, de banques locales pour régler ce problème. Et donc il considère que pour les citoyens, il faut qu'il y ait 5 engagements principaux qui soient respectés. Il faut qu'il y ait une garantie de logement, de transport, de santé, de nourriture et d'information. Et il propose également de taxer les plus riches sur les engagements environnementaux qu'ils ne respectent pas, et d'utiliser cet argent pour la transition environnementale des pays les plus pauvres. Ensuite, il va créer un chapitre qui s'appelle « Remodeler l'État capitaliste », dans lequel il dit qu'il ne faut pas supprimer les banques, mais plutôt planifier totalement l'économie pour ne pas arriver dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, qui est totalement risible. Bon, il n'en parle pas dans son livre vu qu'il est sorti avant, mais là clairement si nous avions planifié l'économie française et que nous nationalisions beaucoup plus, nous ne serions pas dans cette situation. Et après, il va également faire une autre partie sur le fait qu'il ne faut pas utiliser la notion de PIB à outrance, puisque là nous utilisons principalement cette unité de mesure pour définir l'avancement d'un pays. Le problème étant que cela ne reflète pas forcément exactement cet avancement-là, puisque, prenons l'exemple de l'industrie de la musique produit de plus en plus, de manière de plus en plus qualitative, et pourtant ses recettes baissent. Mais tout simplement avec la libération de l'information, ce qui fait que les coûts baissent de plus en plus, mais c'est pas pour autant que l'industrie de la musique se meurt.
Donc c'est une comparaison qui fait que ce n'est pas parce que l'on gagne beaucoup que l'on est forcément plus développé. Et je prendrais le parallèle entre la Russie et l'Espagne qui est souvent fait, notamment dans C'est dans l'air ou autre. Pourtant, dans un pays souverain, le PIB est peut-être plus bas, mais il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, les dettes, qui pour le coup sont sûrement plus élevées pour l'Espagne que pour la Russie. Il y a d'autres choses à prendre en compte, mais le PIB ne reflète pas entièrement le développement d'un pays. Et nous finirons par son dernier chapitre avant d'entamer la critique, un communisme de luxe vers un renouveau. Et donc l'auteur considère que nous pouvons être dans un monde d'hyperabondance sous bien des aspects alimentaires, technologiques, etc. Mais qu'il faut absolument coupler toutes ces avancées avec un socialisme, que sinon nous courons vers la catastrophe d'un point de vue des inégalités sociales, mais que si l'on allie socialisme et toutes ces avancées, cette croissance d'un point de vue technologique qui est aussi au service de l'écologie, eh bien nous pouvons avoir un monde bien mieux que celui que l'on peut imaginer actuellement pour notre futur. Donc voilà, il s'agit de son avis, je tiens à préciser, parce que souvent les gens ont du mal à faire la distinction entre l'avis de l'auteur et l'avis de la personne qui fait la vidéo, et c'est pour ça que je vais entamer ma critique. Alors maintenant je vais faire un petit peu une analyse critique. Déjà je considère que ce livre est vraiment un livre très utopiste, très positif, et je pense que ça fait du bien parfois d'avoir un peu un contre-pied à ce qu'on a l'habitude de voir, mais cela manque un petit peu d'équilibre. Là c'est vraiment très très positif. Même si ça reste un livre hypothétique sur ce qui se passerait si nous agissions de manière socialiste et nous continuions dans les recherches technologiques, scientifiques, etc. Mais je pense que ça manque tout de même un petit peu d'équilibre, de principes, etc. Et aussi que si nous nous occupons déjà mal de notre propre jardin, je vois mal comment nous pouvons aller au-delà pour chercher encore plus de ressources. Parce que là ça fait un peu ok, on n'a pas réussi à s'occuper de notre planète, à être autosuffisant avec notre planète, mais on pourra aller plus loin, on pourra aller dans l'espace. Et à ce moment-là, quand on aura exploité les géocroiseurs, qu'est-ce qui se passera? On devra aller encore plus loin. Et j'ai l'impression que c'est un éloignement de notre planète de base, de notre ressource essentielle, juste parce qu'on n'arrive pas à s'en occuper. Et je pense que c'est quand même problématique, puisqu'au bout d'un moment, si on raisonne comme ça, on arrivera au bout du bout. C'est-à-dire que cela deviendra de plus en plus complexe d'aller chercher les ressources. Il faudrait peut-être mieux réfléchir à comment utiliser ces ressources plutôt que comment aller toujours en chercher plus. Et aussi je trouve que l'aspect faire confiance en la science, mais même si les solutions n'ont pas encore été trouvées, c'est très dédouanant personnellement, cela enlève une responsabilité personnelle qui devrait demeurer, puisque c'est vraiment enlever sa responsabilité et la donner aux chercheurs. Mais sauf que non, les chercheurs ils continuent à chercher, mais on ne sait pas s'ils vont trouver assez tôt pour nous sortir de cette galère, et je pense que c'est dangereux de réfléchir comme ça. Puisque moi aussi j'ai cet optimisme scientifique, à chaque fois que je lis des revues scientifiques, je me dis ah mais c'est incroyable, on en est à là, mais c'est fou, ça avance tellement vite, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire bon bah ça va, ça avance vite, dans ce cas je vais faire aucun effort personnel, je ne vais pas diminuer ma consommation puisqu'on trouvera des solutions grâce à l'avancée scientifique. Non, en attendant la Terre se meurt, en attendant la biodiversité se meurt, il y a des luttes sociales aussi, et nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas remettre la responsabilité sur autrui, sachant que moi-même je ne suis pas chercheuse et lui non plus n'est pas chercheur en physique ou je ne sais quoi. Ensuite, concernant l'installation de panneaux solaires, puisqu'il incite fortement à en installer, déjà cela coûte assez cher, j'avais cherché, c'est entre 10 000 et 15 000 euros l'installation, et puis c'est quelque chose qu'il faut changer tous les 20 à 30 ans, bon c'est pas non plus hyper fréquent, mais c'est tout de même un coût, enfin, c'est pas du tout accessible à monsieur et madame tout le monde. Et puis en hiver, les installations sont moins performantes, donc il faut toujours avoir une sorte de ressource de secours niveau électricité. Donc c'est tout de même pas encore optimisé, je comprends son engouement, mais ce n'est pas accessible à tous pour l'instant. Ensuite, tout ce qui est transhumanisme, avancée technologique, je suis très friande de ce genre de choses, mais j'ai peur de l'appropriation qui en est faite. Et il y a une citation qui est très explicite là-dessus, c'est « La technologie n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle n'est pas neutre » de Kranzberg. C'est le fait que, ok, en soi, il n'y a pas spécialement de bonne ou de mauvaise technologie, ça dépend comment elle est utilisée, mais elle sera forcément utilisée pour quelque chose, et à ce moment-là, elle ne peut pas être neutre, et c'est un danger potentiel.
Bon, ensuite sur l'aspect communiste, parce qu'il utilise beaucoup le mot de communisme, mais en soi j'ai pas vraiment l'impression que sa vision est communiste. C'est-à-dire qu'il ne parle pas du tout d'abolition de la propriété privée ou quoi. Enfin, c'est très très peu développé cet aspect-là. À la limite, il est socialiste, mais communiste, je ne sais pas si c'est juste un mot pour essayer d'attirer par rapport à son titre qui quand même pose question, mais je n'ai pas du tout vu d'aspect vraiment communiste poussé dans son écrit, mais plus une vision socialiste assez poussée. Donc je regrette un petit peu cet aspect qui a été peu développé alors que c'est quand même un point très important, mais j'ai trouvé tout de même que ce livre était vraiment intéressant, surtout d'un point de vue de toutes les recherches qu'il a apportées que je ne connaissais pas spécialement sur les avancées d'un point de vue de l'alimentation, de l'énergie, etc. J'espère que vous aussi cette vidéo vous aura plu, je pense que ça fait longtemps que je filme, donc en tout cas ça sera une vidéo j'espère complète, et à bientôt.